On dit qu'en Afrique, quand un vieillard te lance une malédiction sans hausser la voix, ce ne sont pas ces mots qui te poursuivent, ce sont les ancêtres qui marchent derrière. Et ce matin-là, à Sokourani, les ancêtres se sont mis en route. Le marché était en effervescence. Entre les cris des femmes vendant du piment sec, le hennissement des ânes tirant des charrettes, et les griots chantant la gloire des lignées, le cœur de la ville battait fort. Au milieu de ce tumulte, une rumeur se répandait, Mansa Koba est revenu. Il était la fierté honteuse du village. Parti jeune pour faire fortune à Barakoro, la grande capitale, il avait réussi là où tant d'autres avaient échoué. Propriété, voiture, chaîne de commerce, il avait tout. Mais à chaque retour au pays, il ne venait pas partager. Il venait exhiber. Et ce jour-là, vêtu d'un grand boubou doré, il fit son entrée dans le marché, entouré de 2 hommes musclés aux lunettes noires. Il paradait comme un coq en pleine cour, lançant des sourires froids et des remarques arrogantes. Mais un vieillard coupa sa route. Assis au pied du grand fromager, les mains posées sur ses genoux noueux, Yélébo tendait un vieux bol de bois, la tête inclinée. Il ne mendiait pas avec des mots. Il laissait la poussière parler pour lui. Mansa Koba s'arrêta. Un silence se fit autour de lui. Il haussa un sourcil, s'approcha, toisa le mendiant de haut en bas, puis, lentement, se mit à rire. « Regardez ça, mes frères. Voilà donc ce que devient un homme quand il passe sa vie à attendre au lieu d'agir. » Il sortit une vieille pièce rouillée, la fit briller au soleil comme une insulte, puis la laissa tomber dans la poussière, juste devant les pieds du vieillard. Les rires fusèrent. Mais pas de Yélébo. Le vieil homme leva doucement la tête. Ses yeux, troubles mais perçants, plantèrent un silence dans le cœur de Mansa. Puis, de sa bouche desséchée, sortirent des mots que le vent sembla emporter au loin, mais que personne n'oublia jamais. Que ton corps goûte ce que ton cœur méprise. Le sol sembla vibrer. Même les tambours cessèrent un instant. Mansa fronça les sourcils, fit signe à ses gardes, et repartit. Il lança une dernière pique sans se retourner. « J'espère que tu sais ce que c'est qu'un matelas, vieux bâton sec. » Mais cette nuit-là, il ne dormirait pas sur son matelas. Il dormirait pour la dernière fois dans sa propre peau. Le coq chanta. Le soleil s'étira à l'horizon comme un enfant sortant d'un long sommeil. Sokourani s'éveillait lentement, les cases reprenaient vie, les marmites chauffaient déjà sur les braises, et les cris des premiers marchands résonnaient dans les ruelles de terre rouge. Mais Mansa Koba, lui, s'éveillait brutalement, dans l'obscurité d'une case qu'il ne connaissait pas. D'abord, ce fut une odeur. Un mélange âcre de terre battue, de sueur séchée, de cendres froides, et d'un parfum de vieux corps que même le vent ne pouvait plus purifier. L'air était lourd, collant. Il ouvrit les yeux lentement, puis se redressa d'un coup, les membres engourdis, le cœur affolé. Puis, la douleur, sourde, profonde, logée dans chaque articulation. Comme s'il avait dormi sur des pierres toute une saison. Il voulut se redresser, mais ses bras étaient faibles, tremblants. Il grimaça, tenta de se frotter le visage, et sentit une barbe rêche, un visage maigre, une peau tirée sur des os trop proches de la surface. Ses mains, noircies, ridées, crevassées comme la terre après 3 mois sans pluie. Il bondit sur ses pieds ou du moins, il essaya. Son dos craqua. Ses jambes fléchirent. Il trébucha, tomba lourdement dans la poussière. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar ? Marmonna-t-il, la voix tremblante. Mais sa voix n'était pas la sienne. C'était celle d'un vieillard. Râpeuse. Râleuse. Fatiguée. Il chercha autour de lui un miroir, un objet, un repère. Il n'y en avait pas. Juste des murs de terre, une natte trouée, un petit bol vide. Il sortit de la case antitubant, aveuglé par la lumière du matin, s'approcha d'une calebasse remplie d'eau trouble. Et là, ce qu'il vit le glaça d'effroi. Ce n'était pas son visage. C'était celui de Yélébo, le mendiant du marché. Celui qui l'avait humilié, insulté, méprisé la veille. Les rides profondes. Les yeux fatigués, rouges de poussière. La bouche pincée, les joues creusées. Le front durci par trop de soleil, trop d'années. C'était lui, mais ce n'était pas lui. Il hurla. Un cri aigu, long, perçant,
comme un animal blessé. Des enfants passèrent près de lui, ricanant sans s'arrêter. Yélébo crie encore. Il a sûrement vu un serpent dans ses rêves. Un vieil homme leva la tête d'un banc de fortune, soupira. Que quelqu'un le fasse taire, ce pauvre vieux dérange même les esprits. D'autres voix le saluèrent machinalement, sans même le regarder. Il courut, ou plutôt, tituba, vers sa villa. La grande maison blanche au toit de tôle, là où il avait dormi la veille, dans un lit moelleux avec les rideaux tirés. Il marcha le souffle court, les pieds nus frappant le sol chaud, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Il n'arriva qu'à la route principale. Et là, il vit venir au loin un 4x4 rutilant. Le sien. Il reconnut immédiatement son véhicule. Le moindre autocollant sur le pare-brise, la plaque personnalisée KBA 777, le reflet sur les jantes. À l'intérieur, il se vit. Sa propre silhouette. Sa démarche. Ses lunettes. Son sourire satisfait. Mais ce n'était plus lui. Quelqu'un d'autre vivait sa vie. Un jeune homme assis à l'arrière du pick-up tourna la tête, surpris. « Patron, le vieux mendiant là, il te fixe bizarrement. » L'autre Mansacoba, vêtu comme un roi, haussa les épaules avec indifférence. « Pauvre vieillard. Que les esprits l'accompagnent. » Et la voiture s'éloigna, laissant Mansa Yélébo seul, hébété, choqué, le cœur battant comme un tam-tam en transe. Il resta là longtemps. Immobile. Bouche ouverte. Peau frissonnante. Ce n'était pas un rêve. Ni une hallucination. C'était bien réel. Trop réel. Il erra dans les rues de Sokourani toute la matinée, le regard perdu, la démarche incertaine. Il tentait de convaincre les passants, de retrouver un visage familier. Il s'approchait des gens, les attrapait par les bras, les secouait parfois. « C'est moi. C'est Mansacoba. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis réveillé dans ce corps. Il faut m'aider. » Mais on le repoussa. Encore ces délires. Yélébo, va te reposer. Tu deviens fou. Pauvre vieux, il a perdu la tête pour de bon. Certains lui lancèrent des pièces. D'autres l'évitèrent avec mépris ou pitié. Une marchande le chassa de son étal d'un geste de la main. Va-t'en avec ta saleté. Tu vas faire fuir mes clients. Lui, l'homme autrefois adulé, redouté, salué à chaque coin de rue, n'était plus qu'un mendiant que tout le monde ignorait. Ce soir-là, le soleil s'éteignait lentement derrière les collines. Les tambours résonnaient au loin, appelant les danseurs et les esprits. Mais lui, Mansa dans le corps de Yélébo, retourna là où tout avait commencé, sous le fromager, à sa place. Il s'y laissa tomber, épuisé, vidé de toute force. Il avait faim. Il avait froid. Il avait honte. Les passants le regardaient à peine. Une femme, en fin de journée, s'approcha. Elle tenait un petit bol de mil dans un torchon. « Tiens, vieux père. Mange un peu. Tu fais peur avec ton regard fou. » Il prit le bol avec des mains tremblantes. Il la remercia, à voix basse, les larmes au bord des yeux. C'était la première vraie bonté qu'on lui montrait depuis le matin. Et dans ce geste simple, il sentit une chaleur qu'aucune de ses richesses passées n'avait su lui offrir. Les jours suivants furent encore pires. Le corps fatigué. La faim constante. Les douleurs. L'humiliation. Le silence. Il vivait ce que vivent les invisibles. Il vit des enfants rire de lui. Des jeunes lui parlaient comme à une chose. Des femmes s'écartaient de son passage, se couvrant le nez comme s'il portait la peste. Il tenta encore de parler à des anciens. De chercher un marabout. Rien n'y faisait. Les esprits l'avaient lié à cette peau. Et chaque jour, il voyait son propre corps passer au marché, salué par tous, distribuant des billets, paradant. L'autre Koba jouait parfaitement son rôle. Trop bien. Alors, il comprit. Ce n'était pas un rêve. Ni une punition ordinaire. C'était une leçon. Une leçon d'humilité envoyée par les esprits eux-mêmes. Par ce vieux mendiant au regard trop sage pour être humain. Par les ancêtres qui avaient entendu son rire moqueur. Il avait été mis dans la peau de celui qui l'avait méprisé.
Et il ne savait pas quand ni même si cela allait s'arrêter. Les jours passèrent, mais le soleil n'éclairait plus Sokurani de la même façon pour Mansa Koba. Jadis maître des routes pavées de billets et des regards flatteurs, il n'était plus qu'un souffle dans le vent, un mendiant de plus dans la poussière rouge. Sa richesse, son nom, sa fierté, tout semblait s'être dissous dans la peau usée de Yelebo, le vieil homme qui l'avait humilié. Il dormait sous le grand fromager. Chaque matin, il ouvrait les yeux avec la peur d'un nouveau rejet. Il avait cessé d'interpeller les passants, de supplier, de crier qu'il était Mansa Koba. C'était inutile. Les gens n'écoutaient pas la voix d'un mendiant. Pire encore, il voyait son ancien corps chaque jour au marché, dans son costume éclatant, distribuant des pièces, parlant fort, se pavanant comme un roi. Mais au fond de lui, Mansa sentait que quelque chose clochait. Ce n'était pas de la vanité. Ce n'était pas de l'orgueil mal placé. C'était calculé. Le faux Mansa, celui qui vivait désormais dans son corps, n'avait pas changé de comportement. Il était tout ce que lui-même avait été, arrogant, méprisant, dominateur. Il tenait des discours encore plus durs qu'avant, traitait les pauvres de paresseux, insultait les anciens, méprisait les vendeuses. Mais il le faisait avec une précision chirurgicale, comme s'il voulait qu'on le voie, qu'on le juge. Mansa comprit lentement, ce n'était pas une prise de pouvoir. C'était un miroir. Quelqu'un, ou quelque chose, l'avait remplacé, pour lui donner une leçon. Et plus il l'observait, plus il se reconnaissait dans chaque mot blessant. Ce double jouait un rôle. Le rôle qu'il avait toujours joué lui-même. Et ça faisait mal. Très mal. Un matin, alors qu'il s'était effondré de fatigue au pied d'un muret près du marché, une voix féminine douce le tira de sa torpeur. « Vieux père, bois un peu d'eau. » Il leva lentement la tête. Elle était là, debout, avec un bol d'eau fraîche et un sachet de beignets dans la main. Une femme simple, vêtue d'un pagne propre, les bras solides, les yeux francs. « Je m'appelle Aminata, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Je t'ai vu depuis plusieurs jours. Tu ne demandes rien, mais tes yeux crient. » Il prit le bol sans un mot. Il but. Lentement. Comme si c'était la première fois qu'il goûtait à de la bienveillance. « Merci, souffla-t-il. Elle lui tendit les beignets. Il hésita, puis en prit un. « Tu es différent des autres mendiants, » dit-elle. « Tu regardes les gens comme si tu les connaissais, ou comme si tu les avais été. » Il tourna les yeux vers elle, surpris. Elle ajouta calmement. « On peut perdre tout sauf le regard. Et toi, ton regard, c'est celui d'un homme debout dans un corps à genoux. » Il ne répondit pas. Mais ce jour-là, pour la première fois depuis son basculement, il sentit une main humaine le tirer hors de la poussière, sans jugement. Les jours suivants, Aminata revint. Toujours avec un peu de nourriture, parfois juste une parole. Elle ne posait pas trop de questions. Elle l'écoutait. Et petit à petit, il se remit à parler. Il raconta des histoires pas sur lui, mais sur d'autres, des rois, des griots, des chasseurs. Des contes qu'il avait oubliés. Ou plutôt, enterrés sous ses billets et son ego. Les enfants commencèrent à s'asseoir autour de lui. Puis des femmes. Puis même quelques commerçants. Il l'écoutait, il riait. Il pleurait parfois. Et sans le vouloir, Mansa, dans ce corps cassé, retrouva la voix qu'il n'avait jamais vraiment utilisée, celle du cœur. Mais pendant ce temps, l'autre Mansa continuait son jeu. Il multipliait les excès. Un jour, il chassa un ancien venu lui demander une aide. Un autre jour, il refusa de payer un jeune porteur, en riant. « Travaille plus vite, et tu seras payé comme un homme. » La foule, d'abord silencieuse, commença à murmurer. Il est devenu fou? Ce n'est plus le même Mansa? Depuis quand il méprise les anciens? Et pendant ce temps, le vrai Mansa, assis en guenille sous l'arbre sacré, racontait des histoires qui calmaient les enfants, consolaient les femmes, éveillaient les anciens. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait et que les grillons commençaient leur chant, Aminata lui parla. « Tu sais, vieux père, moi je crois aux esprits. Aux choses qu'on ne voit pas. Et je sens que ton histoire est plus grande que ce que tu montres. » Il la regarda. « Je m'appelais Mansa Koba, dit-il enfin. Ce corps n'est pas le mien.
Je suis puni. Ou éduqué. Je ne sais pas. Mais je sais que celui qui vit ma vie, aujourd'hui, ne fait que me montrer ce que j'étais devenu. Elle ne sembla pas surprise. Je le savais. Ou du moins, je le sentais. Il baissa la tête. Tu dois me prendre pour un fou. Elle lui prit la main. Non. Je te prends pour un homme que les ancêtres ont décidé de transformer. Et crois-moi, ils ne le font jamais par hasard. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. Un jeune homme nommé Fodé, apprenti mécanicien, vint en courant vers le marché, les yeux écarquillés. L'autre Mansa, il a dit au chef du village, « Tu n'es qu'un vieux tronc d'arbre sec. » Et il est parti en riant. Le choc fut immense. On convoqua une réunion des anciens. Le chef, outré, resta silencieux. Mais la colère grondait dans le village. Et c'est Aminata qui parla ce soir-là, au nom de tous ceux qui sentaient mais n'osaient dire. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas notre Mansa. Quelque chose est en train de se jouer. Et nous avons une vérité sous nos yeux que nous refusons de voir. On lui demanda des preuves. Elle répondit. Laissez les ancêtres juger. Ainsi fut décidée une cérémonie. Mama Koura, la prêtresse des collines rouges, fut appelée. Les tambours résonnèrent. Les anciens préparèrent les bancs. Le peuple de Sokourani serait témoin d'un jugement ancien, oublié des jeunes générations, le jugement des âmes. Et ce soir-là, sous un ciel de feu, Aminata se tourna vers Mansa et lui dit. Il est temps de te lever. Pas avec ton ancien corps. Mais avec ton cœur nouveau. Le soleil tombait lentement sur Sokourani, enveloppant la ville d'un manteau orange et poussiéreux. Mais ce soir-là, l'atmosphère n'avait rien d'ordinaire. Les tambours ne jouaient pas pour une fête, ni pour un mariage. Ils résonnaient lentement, gravement, comme des cœurs battant à l'unisson d'un mystère plus grand que les hommes. Les anciens s'étaient assis en cercle dans la cour du chef. Les jeunes étaient là aussi, silencieux, adossés au mur. Les femmes avaient noué leurs foulards bien serrés. Et même les enfants, d'ordinaire insouciants, gardaient le silence. Les regards convergeaient tous vers le centre du cercle, où une vieille femme avançait lentement, sa canne en bois sculptée frappant le sol à chaque pas. C'était Mama Koura, la prêtresse des collines rouges. On disait qu'elle parlait au baobab, qu'elle lisait les vérités dans les cendres froides, et que son ventre avait porté l'âme d'un roi disparu. Elle s'était retirée depuis longtemps dans les collines, ne descendant au village que lorsqu'un désordre spirituel menaçait l'équilibre du monde visible. Elle s'arrêta au milieu du cercle et parla. Ce soir, les esprits ont été appelés. Et s'ils sont venus, ce n'est pas pour écouter des plaintes, mais pour regarder les vérités que vous cachez, vous les hommes. Ce n'est pas moi qui vais juger. Ce sont eux. Elle leva son bâton vers le ciel. Que celui dont l'âme ne correspond pas à son visage avance. Le silence fut total. On n'entendait plus que le frottement du vent dans les feuilles. Alors, au milieu de la foule, Aminata prit doucement la main du vieil homme qu'elle appelait « père » depuis des semaines. Et ensemble, ils avancèrent. Mansa, dans le corps de Yélébo, se tenait droit malgré ses jambes fatiguées. Il regardait la prêtresse, mais surtout, il regardait son ancien corps, assis à l'opposé, drapé dans des vêtements luxueux, le sourire suffisant, les mains croisées. Et pour la première fois, les deux hommes se regardèrent en silence, chacun dans le corps de l'autre. Mama Koura hocha la tête. Voilà donc le nœud. Un échange. Une inversion. Mais pas un vol. Pas une trahison. Une épreuve. Elle tourna les yeux vers le riche Mansa, l'homme qui habitait maintenant ce corps glorieux. Dis-moi. Qui es-tu ? Il sourit. Et parla d'une voix calme, pleine d'assurance. Je suis le rappel. Je suis celui que les ancêtres ont envoyé pour tendre un miroir. Celui qui a reçu la richesse sans en comprendre le sens devait apprendre la valeur de la poussière. Il se croyait au sommet, mais il ne voyait pas que le sommet était un abîme déguisé. Alors je suis venu. Non pas pour profiter. Mais pour lui faire voir. Un murmure parcourut la foule. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres étaient figés. Le vrai Mansa, lui, baissa la tête. J'ai compris, dit-il.
L'as-tu compris le regard de celui que tu méprisais, demanda Mamakura. Oui. Et je comprends aussi que je n'ai jamais été puissant. J'étais seulement craint. Mais aujourd'hui, on m'écoute, alors que je n'ai plus rien. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'était la vraie puissance. Mamakura ferma les yeux. Tu as bu l'amertume jusqu'au bout. Tu as goûté le silence. La faim. Le rejet. Et tu n'as pas fui. Les ancêtres n'attendent pas qu'on soit parfait, ils attendent qu'on reconnaisse le chemin. Un vent chaud souffla à travers la cour. Les flammes des torchers vacillèrent. Et un craquement étrange se fit entendre, comme si les racines de la terre elles-mêmes s'étaient mises à parler. La prêtresse ouvrit les bras. Les esprits ont jugé. Ce qui a été échangé peut maintenant être rétabli. Ou pas. Ce choix ne leur appartient plus. Il appartient à vous deux. Un silence lourd tomba. Le faux Mansa, ou plutôt, l'esprit dans le corps de Mansa s'avança. Je peux partir. L'épreuve est terminée. Mais je ne peux pas revenir dans un corps où l'arrogance n'a pas été purgée. Je ne suis qu'un messager. Il posa sa main sur l'épaule de Mansa Yelebo. La question est simple, veux-tu retrouver ton corps, ou veux-tu rester celui que tu es devenu? Mansa regarda ses pieds nus. Sa peau ridée. Ses mains fendillées. Il pensa aux humiliations. Aux insultes. À la poussière. Mais aussi à Aminata. Aux enfants qui venaient écouter ses histoires. Au sourire vrai. Au regard sincère. Et il répondit. Je veux retrouver mon corps. Pas pour dominer. Pas pour me venger. Mais pour réparer. Un silence, puis un hochement de tête de l'esprit. Alors qu'il en soit ainsi. Il ferma les yeux. Un souffle invisible parcourut l'air. Les gens reculèrent, effrayés. Une lumière douce enveloppa les deux hommes. Puis, plus rien. Ils tombèrent au sol, l'un à côté de l'autre. Un instant passa. Puis deux. Et ce fut le vrai Mansa Koba qui se releva, dans son propre corps. Ses mouvements étaient lents. Ses yeux embués. Mais il se tint droit. Le vieux corps de Yelebo resta immobile. Puis s'évanouit, comme de la brume. Sans bruit. Comme si le temps lui-même l'avait repris. Aminata s'approcha. Elle posa sa main sur le bras de Mansa. Tu es revenu. Mais tu n'es plus le même. Grâce à toi, répondit-il. Et grâce à lui. Mamakura se tourna vers la foule. Que cette histoire soit racontée. Que l'on dise à ceux qui naissent dans la soie qu'il y a plus de vérité dans les haillons qu'ils méprisent. Et que l'on sache, les esprits ne punissent pas pour le plaisir. Ils enseignent. Quelques jours plus tard, Mansa Koba retourna au marché. Non pas en costume, mais en boubou simple. Il s'assit sous le fromager. Pas pour dormir. Pour écouter. Pour parler. Il fit réparer les maisons abandonnées. Ouvrit un lieu d'accueil pour les mendiants. Il écouta les femmes, paya les dettes des veuves, envoya les enfants à l'école. Et chaque soir, il retrouvait Aminata. Il parlait longtemps. De contes. De sagesse. D'avenir. Et dans Sokurani, on raconte encore que le puissant Mansa, devenu pauvre, avait vu ce que peu d'hommes voient, la vérité de leur propre âme. Depuis ce jour, le grand fromager de Sokurani est devenu plus qu'un simple arbre. On dit que ses racines ont goûté à la vérité des hommes, et que ses feuilles murmurent encore les noms de ceux qui ont changé. Chaque année, à la même saison, les enfants du village s'y rassemblent. Et un homme aux cheveux poivre et sel, assis en tailleur, leur raconte l'histoire d'un roi devenu mendiant, et d'un mendiant qui ne l'était peut-être jamais vraiment. À ses côtés, une femme veille. Elle s'appelle Aminata. Elle ne parle pas beaucoup, mais son regard contient 1000 prières exaucées. Et quand le vent souffle doucement entre les branches, les anciens disent qu'on peut encore entendre une voix d'ailleurs murmurer. Celui qui se croit au-dessus des autres, marche déjà vers sa chute. Mais celui qui accepte de s'abaisser, est souvent en train de s'élever. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur l'orgueil, l'humilité, ou simplement sur la valeur des gens qu'on ne regarde pas, alors partagez-la. Car peut-être que, comme Mansa Koba,
quelqu'un quelque part a besoin d'un miroir pour se reconnaître. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à sa place. Aimez la vidéo si vous croyez que les contes africains ont encore des leçons puissantes à nous transmettre. Et surtout, partagez-la à un ami, un proche, un frère ou une sœur. Parce que parfois, une simple histoire peut semer une graine, qui change une vie. À très bientôt pour un nouveau conte. Abonnez-vous si vous aimez les histoires qui parlent au cœur.